Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Tu annonces. On est ensemble sur Sud Radio, c'est l'heure du face-à-face jusqu'à 14h. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. On reçoit dans Berkov dans tous ses états Anne de Guigné. Bonjour Anne. Bonjour Joseph. Vous avez écrit Le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal, aux éditions Presse de la Cité. Alors Anne de Guigné a un livre vraiment roboratif, je dirais, un livre très très vivifiant, parce que toutes ces choses-là qu'on voyait, ce que j'appelle moi, mais à titre purement personnel, la jonction de la racaille d'en haut et de la racaille d'en bas, pour être un peu brut de décoffrage. Mais enfin, il y a quand même de cela. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant, qui disait le bien et le mal? C'était le prêtre, c'était le philosophe, c'était peut-être le gourou pour certains. Et puis l'État par les lois. Et puis l'État, bien sûr. Il y a aussi l'État qui dit, mais l'État, c'est le droit. Le droit qui disait pas le bien et le mal, mais qui disait le droit. Là, c'est le bien et le mal. Ouais. C'est autre chose encore que l'État s'en mêle. Et puis là, alors, c'est formidable. Je cite juste, et je voudrais... Vous parlez de la compagnie Lufthansa qui demande en juillet 2021 de bannir l'expression mesdames et messieurs, parce que c'est vrai, c'est extrêmement discriminant. Disney, alors Disney, magnifique. On va supprimer évidemment la belle au bois dormant, parce que quand le prince embrasse la belle, c'est du viol, c'est évident. Donc voilà. Louboutin qui choisit comme égérie Assa Traoré et la famille Traoré, bon, très bien. Vous parlez l'escarpin Freewoki qui vaut, je rappelle, 995 €, au nom de l'empathie, la solidarité. La rappeuse Iseult, qui est effectivement l'égérie de L'Oréal. Notre ami Rokhaya Diallo, qui s'habille chez Valentino. Tout ça fait quand même quelque chose d'assez étonnant, et dont vous parlez et dont vous retracez les racines de ce capitalisme à visage woke, on peut le dire. Oui, en fait, du coup, pour retracer les racines, en fait, c'est un mouvement, on peut dire que depuis 10 ans, les entreprises, d'abord aux États-Unis, et depuis peut-être... Ça date de 10 ans. Je dirais depuis 10 ans, aux États-Unis, elles sont rentrées en politique. Elles ont d'abord, parce que ça vient d'une loi, c'est qu'aux États-Unis, depuis 10 ans, les entreprises peuvent financer les campagnes directement. Donc, les campagnes, vous voulez dire politiques? Les campagnes politiques, voilà. Ah, c'est ça. Les campagnes. Du coup, quitte à financer, voilà, elles sont vraiment rentrées en politique, et elles donnent de plus en plus leur avis sur les lois. Leurs publicités sont de plus en plus engagées. Le mouvement arrive doucement en Europe depuis 2-3 ans. Vous citez d'ailleurs dans votre livre ce gouverneur, je crois de Géorgie, qui a été violemment combattu par les entreprises publicitaires alors qu'il est élu. Voilà, c'est un exemple, c'est l'exemple le plus récent, c'est la loi électorale en Géorgie qui date de l'année dernière. Donc c'est une loi, donc honnêtement c'est assez complexe vu d'Europe de l'analyser. Le gouverneur dit que c'est pour lutter contre la fraude, donc il restreint les permissions, les conditions de vote, et tous les démocrates disent qu'il va exclure les personnes noires du vote. Bon, honnêtement c'est difficile d'y voir clair. Bon, en tout cas, beaucoup des grandes entreprises américaines ont adopté la thèse des démocrates et ont dit qu'ils allaient boycotter la Géorgie, c'est-à-dire sortir, par exemple, le Coca a son siège à Atlanta, Disney filme beaucoup à Atlanta. Atlanta, c'est un grand lieu c'est un grand lieu pour le cinéma américain. Donc on dit qu'ils ne feraient plus de business en Géorgie, ce qui serait vraiment dramatique pour l'État si c'était le cas, si la Géorgie ne renonçait pas à cette loi. Et au final, la loi, et puis voilà, du coup là en ce moment, elle est passée la loi ou pas? Non, là on est dans un système juridique entre deux où l'État en plus fédéral s'en est mêlé, mais en tout cas la loi en tout cas n'est pas passée aujourd'hui. En tout cas, les entreprises américaines déjà, en fait, prennent parti. D'ailleurs, quand il y a eu aussi l'histoire de George Floyd aussi, il y a eu effectivement beaucoup de réactions. Et vous dites qu'en France, ça y est, on l'a vu. Enfin, c'est passé, c'est acté, je dirais. Voilà, en France, ça arrive doucement dans le modèle français, ça arrive par les boîtes américaines d'abord, qui ont leur code, et puis après il faut bien voir que le marché économique il est mondial. Donc les boîtes internationales, elles s'adaptent au code dominant qui est le code américain aujourd'hui. Donc ça arrive en France avec quand même beaucoup de résistance. Les boîtes du CAC 40, vous n'avez pas eu des journées pour George Floyd, mais j'ai eu un exemple intéressant d'une boîte française, sa filiale américaine. Donc la boîte est française, a appelé le patron en disant « Mais que faites-vous pour le jour où tombe le verdict du policier responsable de la mort de George Floyd ?»
Alors le patron français lui dit écoutez, on suit ça, on est de tout cœur avec vous, mais honnêtement on n'a rien prévu pour l'instant. Et l'Américain était scandalisé. Il dit nous on donne une journée à tous nos salariés pour qu'ils puissent un peu qu'ils puissent regarder ça, vivre cet événement important. Et le Français a encore dit écoutez, voilà, on comprend, c'est très important pour vous, mais vu de Paris, honnêtement le verdict on est de tout cœur avec vous, mais le verdict du policier, c'est pas l'événement à Paris. Oui. Mais il y a une pression. Et l'Américain était scandalisé. Il dit, il a pas osé dire êtes-vous raciste, parce que c'était son patron, mais il était très étonné. Donc il y a quand même une pression forte. On voit peu à peu des mouvements. Mais voilà, il faut rester calme. À Paris, c'est pas encore le raz-de-marée. Oui, mais Anne Le Guigné, quand même, vous donnez beaucoup d'exemples dans votre livre. En fait, ça s'est construit comment ? C'est un sentiment un peu de culpabilité ou c'est un sentiment, soyons clairs, commercial en disant c'est-à-dire, quelle est la cible que ces entreprises visent en faisant avant la publicité pour leurs produits, ça c'est vieux comme l'entreprise, mais en disant nous allons faire effectivement, alors il y avait l'écologie qui a joué, Trion, etc. Nous sommes respectueux de l'environnement, développement durable, etc. Ça c'est pas nouveau. Mais là, qu'est-ce qui fait qu'ils s'engagent dans des campagnes morales, dans des campagnes éthiques, voire ouvertement politiques, antidiscriminatoires, cancel culture et compagnie? Je pense qu'ils répondent à la demande de la société. Les entreprises, elles sont dans la société et ils répondent beaucoup à la demande des jeunes, notamment, donc de leurs jeunes salariés et des jeunes clients. D'ailleurs, vous voyez les entreprises qui sont le plus dans ce mouvement. Par exemple, Nike, c'est des entreprises dont les clients sont jeunes. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une appétence de plus en plus. Il y a une quête de sens aussi, parce qu'il n'y a plus d'institutions pour répondre à cette quête de sens. Voilà, les religions se sont effondrées, les partis politiques n'existent plus, les syndicats n'en parlons pas. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise un peu cristallise cette demande de quête de sens. Et les entreprises, elles veulent faire du profit, donc elles y répondent. C'est d'abord le profit, c'est tout à fait, c'est leur rôle. Mais vous dites ça, mais en fait, vous disiez hors antenne, on en parlait Anne Le Guigné, ça s'adresse à une clientèle plutôt aisée, plutôt. Oui, parce que évidemment là, on voit qu'il y a deux sujets. Il y a un peu aux États-Unis, pour caricaturer un peu, c'est un peu le sociétal à la place du social. Donc on va vous faire des journées de la diversité pour tous les groupes, pour toutes les minorités de l'entreprise, mais à côté de ça, vous êtes viré en 2 secondes et les conditions sociales sont dramatiques. Donc c'est un peu l'idée. Évidemment qu'il faut déjà pouvoir se le permettre d'avoir cette attention très sociétale. Mais c'est un peu le cache-sexe du social, franchement. Après, voilà, il ne faut pas tout jeter dans. Il y a vraiment différents cas selon les entreprises. Mais c'est vrai que les grosses entreprises américaines, et on voit notamment que par exemple, pour aller faire du business en Chine, ils oublient absolument toute leur morale et tous leurs principes. Les droits de l'homme, etc. Et voilà, par exemple, il y a un exemple vraiment assez typique qui est Disney, qui avant la loi électorale de Géorgie, avait déjà voulu boycotter la Géorgie. La Géorgie, voilà, c'est parmi les États très conservateurs des États-Unis, donc ils passent leur temps à faire des lois jugées extrêmement régressives par le Nord. Et la Géorgie avait passé une loi sur l'avortement où ils baissaient les limites dans lesquelles on peut avorter. Le temps de. Voilà. Et les patrons de Disney avaient dit moi, je ne peux plus travailler dans un État aussi oppressif. Aucune actrice voudra venir, sachant que 6 mois avant, ils avaient filmé Mulan dans l'état du Xinjiang, où tout le monde, c'était documenté qu'il y a des camps pour les Ouïghours où les femmes musulmanes sont juste stérilisées en masse. Absolument. Donc c'était vraiment donc la leçon de morale sur la loi géorgienne a du mal à passer quand même. Et alors en France, c'est appliqué comment? Parce qu'effectivement, la France n'est pas les États-Unis, mais comme vous dites, sur les sociétés à filiales américaines, mais même les autres, est-ce que ce n'est pas encore à ce stade-là, mais quand même, ça joue beaucoup. Et c'est quoi? C'est de dire, regardez, nous sommes progressistes, nous sommes pour le droit, la concurrence victimaire, etc. Comment ils ont épousé, ou en tout cas flirté ou paxé avec la cancel culture? Je pense qu'en France, il faut, pour l'instant, le mouvement, c'est vraiment dans les entreprises, déjà, comme vous disiez, les entreprises qui marchent bien, qui ont de l'argent, et par exemple, l'industrie est encore assez loin de ces sujets-là. C'est vrai, les entreprises dont les clients sont assez CSP+, donc vous voyez beaucoup dans le luxe, les cosmétiques, la finance. Et la finance aussi.
les banques sont. Vous voyez, dans mon livre, je cite BPCE, par exemple, qui a cette phrase étonnante qui dit parce que votre orientation sexuelle n'est pas que du domaine privé. Je me souviens plus exactement la phrase, mais ça veut dire ça. Et après, l'idée derrière. Une fois de plus, il faut être dans la nuance. L'idée derrière, c'est de lutter contre les discriminations et de permettre à chacun d'arriver au travail en étant bien dans ses baskets. Et c'est vrai qu'il y a eu les associations LGBT vous racontent par exemple qu'il y a eu des tas d'histoires où des personnes homosexuelles devaient mentir pendant des années sur leur conjoint. Et ça, que voilà, aujourd'hui, tout le monde soit libre de dire. C'est l'évolution de la société. Et ça, absolument. Franchement, on peut que s'en réjouir. Il ne faut pas non plus. Évidemment, il ne faut pas. Que personne ne va. Voilà. Et donc là. Voilà, donc au départ, il y a ce mouvement de lutte contre les discriminations, donc franchement, qui est franchement très positif dans les entreprises, et qui aujourd'hui vire un peu à l'affirmative action, où donc vous allez avoir des... Les discriminations dites positives. Hein. Voilà, Ils le font, les entreprises, on met en avant des vous mettez... minorités, comme on dit. Vous avez des... À Paris, on fait quand même très attention encore, parce que la culture reste universaliste. Mais vous avez beaucoup maintenant vous avez beaucoup les semaines des fiertés, sponsorisées par l'entreprise, qui répondent en effet à un passé où ça peut être très difficile. Où honnêtement, c'était beaucoup plus difficile d'être une femme en entreprise, d'être une personne homosexuelle en entreprise. C'est clair, il n'y a pas c'était clair. Mais aujourd'hui, on essaye un peu de rattraper tout ce passé. Quitte à vraiment, moi ce qui m'inquiète là-dedans, parce que la semaine de la diversité, franchement ça fait de mal à personne, mais c'est le côté un peu d'essentialiser les gens, de vraiment dire, classer chacun, donc selon son genre, et son orientation sexuelle. Et chosifier les gens, c'est un racisme à l'envers. On va en parler juste après les informations avec Anne de Guigné et après avec les auditeurs de Sud Radio bien sûr. Et vous n'hésitez pas évidemment à nous appeler au 0826 300 300. Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, Anne de Guigné, le capitalisme woke, effectivement, beaucoup de choses à dire, mais il y a quand même, c'est toujours le problème des effets pervers, et le diable est dans les détails, c'est que quand même, on sait très bien les ravages qu'ont fait cette culture woke et cette cancel culture que j'appelle moi cancer culture, en tout cas, dans un certain nombre d'universités et autres, on en parle beaucoup quand même. Oui. Il y a des choses bien quand il s'agit de corriger des inégalités, des injustices criantes. Personne ne va aller donner contre. En revanche, il y a, comme vous le savez, cette espèce d'essentialisation, on a parlé de chosification, de fixer les gens dans leur statut victimaire et tout ça, et qui diront, oui, moi j'ai le droit, moi j'ai pas les devoirs, et que le monde de l'entreprise, pour des motifs, évidemment, soyons clairs, purement business ou mercantile ou profit, appelons-le comme on veut, il ne s'agit pas de... Mais quand même que ce capitalisme mondialisé utilise ce que j'appelle moi les idéaux utiles du décolonisé, du racisé, etc. Et quand même, je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter, Anne de Guigné. Oui, surtout que l'entreprise, c'était vraiment le lieu où tout le monde peut se mêler, quelle que soit justement l'origine. C'est un lieu de rencontre, où vous avez un objectif commun, c'est des lieux d'aventure. Et dans les sociétés, en effet, très segmentées contemporaines, l'entreprise, c'était vraiment le lieu de la réunion. Et en effet, c'est vraiment... C'est très dommage que cette espèce d'essentialisation des personnes arrive et touche l'entreprise. Je pense que peut-être la personne qui vous a mieux parlé de ce mouvement, oui. c'est Philippe Roth, il a déjà 20 ans, La Tâche, son roman, vous savez, si vous vous rappelez. Le fameux écrivain, le fameux oui, La Tâche. Oui. La Tâche, vous voyez. Et... Philippe Roth, oui. Voilà, pardon, je l'ai dit à la française. Rappelez-nous. Non, mais c'était juste l'idée. Vous voyez, c'était un homme qui est d'une famille noire, mais qui naît avec la peau blanche, et qui toute sa vie va vouloir sortir justement de cette origine, passer pour un blanc, puis au final, on va... sur un malentendu dans une fac, et justement, il va passer dans une fac, il va avoir un mot maladroit auprès de 2 étudiants noirs, il va passer pour raciste, il va être viré. Et donc, non mais pour dire que c'est quand même une vieille histoire, ça date de 20 ans, et c'est toujours la même histoire. En fait, ce qu'il nous dit dans ce roman, c'est qu'une origine
elle se transforme autant qu'elle s'hérite. En fait, c'est ça le message. Et évidemment, la culture woke va complètement, est-ce qu'il y a un message de liberté? Et la culture woke, en fait, nie complètement cette capacité des gens à s'extraire de leur origine et enferme chacun dans son origine. Et elle assigne à résidence. Oui, tout en étant dans un monde de fluidité. Enfin, bon, tout ça en plus, c'est un peu compliqué. Oui, au nom de la diversité. Oui, mais alors, quel est, en fond, on revient à l'entreprise, et justement à ce capitalisme woke. Au fond, est-ce que le capitalisme woke, est-ce que l'entreprise, en fait, quelque part, soyons clairs, hein, elle donne pas dans le caritatif par hasard. Est-ce que c'est pour trouver une nouvelle cible? Et est-ce que ça leur crée de nouvelles cibles, de nouveaux marchés? Pour être clair, ou pas? Non, je pense que ce sont leurs clients qui attendent ces prises de position, donc l'entreprise y répond. Mais il n'y a pas de marché caché. Il n'y a pas de segmentation marketing dans cette histoire. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une attente forte, surtout des jeunes générations, qui sont très sensibles à ces sujets. Oui. Et l'entreprise y répond. Elle suit. L'entreprise suit. L'entreprise suit. Après, moi je trouve que c'est bien que l'entreprise se fixe des valeurs en soi, mais qui sont liées à son objet social, à son objectif de production. On voit que les laboratoires répondent aux demandes, que chacun quand même, dans sa sphère de production, peut se fixer des objectifs pour améliorer la société. Mais là, on n'est clairement pas dans ce registre-là. Hein. Mais en tout cas, Anne de Guigné, ça se voit beaucoup dans la publicité de ces grandes marques et entreprises. On voit, maintenant vous n'avez plus de publicité où il n'y a pas de la diversité. Oui, les publicités... Ça n'existe plus. Où il n'y a pas... Et pourquoi pas de l'homosexualité masculine ou féminine? Je veux dire, avant, ça n'existait pas, et maintenant, ça existe. Et pourquoi pas? Mais c'est très flagrant. Oui. Après, les publicités reflètent aussi la société qui a évolué sur ces sujets. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'aspect... très moralisant des publicités, en fait. Maintenant, on vous dit tout le temps, si vous achetez, par exemple, Dove, vous achetez leur savon, bon, moi, si je l'achète, c'est pour pour me laver, prendre ma douche, mais non, ils vous disent non, mais c'est un savon non-binaire, donc en fait, vous luttez contre les discriminations. Oui, on ajoute une image, quoi. Ouais. Voilà, les glaces Ben & Jerry, là, vous êtes vraiment à la pointe de l'engagement contre le racisme. Les glaces Ben & Jerry, par exemple, sur Twitter. Ils mettent à la pointe de l'engagement contre le racisme. Ben & Jerry, par exemple, la marque a interpellé récemment un ministre du gouvernement Johnson sur sa politique vis-à-vis des migrants. Bon, je ne connais pas bien la politique de ce ministre, il est sans doute critiquable, mais est-ce que c'est à Ben & Jerry de comme ça l'interpeller, lui demander des comptes? Les grands militants, c'est ça, Ben & Jerry, et ils disent comme ça, les jeunes, quand ils vont aller déguster une glace Ben & Jerry, ils vont faire acte anti-racisme. Voilà, supplément d'âme. Supplément d'âme, oui, c'est très intéressant. Et ça en dit long peut-être aussi sur notre société, que ce soit dans la glace Ben & Jerry, que vous cherchiez ce supplément de sens. Mais Anne de Guigné, ça fait gagner des parts de marché, ça, apparemment. Et ça, oui, sinon, c'est profitable. C'est ce qu'attendent, donc une fois de plus, les jeunes gens, beaucoup. D'ailleurs, c'est très intéressant. On voit les enquêtes de sortie d'école. En France, les étudiants, ils veulent des entreprises. La rémunération arrive assez loin dans les critères. Ils veulent des entreprises engagées, évidemment sur l'écologie. Et d'ailleurs, là-dessus, il faut quand même le rappeler, l'engagement des entreprises sur l'écologie, pour le coup, c'est très important. C'est juste elles qui sont responsables et les États ne peuvent pas y faire face. Donc ça, c'est un sujet, c'est peut-être un sujet un peu différent, qu'il faut pas non plus tout jeter dans le même eau du bain. C'est étonnant. Oui, les jeunes aujourd'hui ont des attentes très fortes de sens et sont prêts à faire des grandes concessions sur leur salaire pour avoir des entreprises engagées. Et évidemment, de l'autre côté, les entreprises se disent, si je peux avoir des jeunes gens très bien diplômés, que je paie pas tant que ça, mais avec 2-3 pubs qui leur font plaisir, ils viennent chez moi. Il y a quand même un deal qui, moi j'ai peur, moi j'aurais envie de dire, je préférerais que tous ces jeunes leur dire, engagez-vous en politique, défendez vos idées, présentez-vous, allez, et en fait ils sont très dépolitisés. On voit pour les jeunes, l'engagement ne passe presque plus par la politique, il passe beaucoup plus par l'associatif, le militantisme avec les entreprises. Et donc les entreprises à peu de frais peuvent se payer quelques cadres intéressants. Et à peu de frais. Enfin, de toute façon, le salaire, c'est ce que vous percevez, plus le salaire, plus le sens que vous donnez en plus. Donc eux, ils donnent plus de sens, moins de salaire, et tout le monde est content. Mais quand on arrive à...
quel profit? Alors, oui, par exemple, Louboutin, Traoré, vous en parlez dans votre... Oui. Et vous parlez aussi de CNews, enfin ce qui s'est passé avec CNews et Decathlon. Mais pour rester à Louboutin, à Traoré, donc il se dit c'est une image rebelle où les jeunes qui ont regardé ce qui s'est passé avec le mouvement généré par effectivement la mort d'Adama Traoré et le frère d'Assa Traoré, c'est une valeur ajoutée pour Louboutin, pour vous? Je pense le flirt un peu entre le luxe et le hype un peu trash, il date pas de... C'est, voilà, on voit bien les pubs de luxe depuis 20... comme pour les rappeurs, etc. Voilà, depuis 20-30 ans, le luxe essaye un peu de vous bousculer. C'est pas juste voilà, le bourgeois qui s'habille en luxe. Il faut que ce soit un petit peu... Il faut que ce soit... On le bouscule gentiment. On le bouscule gentiment. Mais en tout cas, on aime bien montrer des codes, ce qui vous permet d'être tout à fait bourgeois dans votre vie. Mais vous, comme vous avez acheté une marque qui se veut un peu subversive, c'est votre façon à vous de faire la révolution. Ouais, moi, je pense qu'ils sont vraiment... Ils restent vraiment sur cette lignée, comme les pubs, je sais pas, c'était les pubs, je suis pas une grande spécialiste du luxe, mais je crois que les pubs Dior, c'était les premières à essayer un peu ou les pubs, ou c'était Saint-Laurent, c'était Saint-Laurent. Et puis les pubs de Benetton. Oui, Benetton. Benetton, c'est moins luxe. Mais c'est Saint-Laurent, je crois que c'était le premier à essayer de montrer, voilà, on n'est pas le luxe des bourgeois, nous, on casse les codes. Moi, je pense que c'est grosso modo la même chose, sauf qu'aujourd'hui, il faut être engagé sur des sujets politiques, parce que les gens vraiment, en achetant, c'est leur façon de voter maintenant. C'est leur façon de voter. C'est-à-dire que l'acte d'achat devient un acte politique. Le bulletin chèque a remplacé le bulletin vote. En tout cas pour certains, quoi. Pour beaucoup, beaucoup. Non, ou la carte de crédit. Non, c'est très intéressant et on voit très bien, on va en parler avec les auditeurs du Sud Radio et vous-même. Effectivement, quand vous allez acheter, est-ce que vous achetez moral, vous achetez woke, vous achetez selon vos idéologies, vos croyances, vos engagements ou pas? Est-ce qu'une chaussure, effectivement, elle peut être militante? Bonne question. Et si vous avez envie de poser des questions à Anne de Guigné, notre invité auteur du Capitalisme Woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal, eh bien vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est l'heure de l'appel des auditeurs avec Natacha de Carcassonne qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Natacha. Oui, bonjour Natacha. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Je voudrais déjà vous remercier pour votre émission. Je voudrais rajouter donc autour du propos et de l'inquiétude d'Anne de Guigné sur les générations futures et cette identité finalement qui est une identité privée qu'on oblige depuis des années maintenant de façon drastique auprès des enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont fils de personne, ils n'ont pas hérité d'un costume de leur père. Le métier est confondu avec le travail pour manger. C'est pas l'alimentaire. Avant, on avait une identité, on était fils de quelqu'un. Et aujourd'hui, on est fils de personne. On est fils d'employés qui sont là juste pour manger. C'est une horreur parce que je suis psychologue et je travaille avec des enfants depuis toujours. Et je peux vous dire que les enfants, depuis quelques années, ils ne rêvent même plus d'être joueurs de foot. Ils n'osent même plus rêver. Et ça, c'est quelque chose d'affreux. Mais pourquoi ils n'osent même plus le rêver, à votre avis? Alors, je pense qu'ils n'osent même plus le rêver parce qu'ils voient d'abord leurs parents qui sont juste tout simplement pris dans ma perte d'identité, voilà, qui sont juste là pour travailler, pour ramener de l'argent, pour manger, et que la réalité empêche toute possibilité de se projeter dans un métier, parce que c'est plus du tout une parole vaut une parole, hein. Donc on a tellement nivelé aussi les paroles de l'expérience, c'est-à-dire que les aînés ont plus le droit de dire parce que leurs enfants ont plus de connaissances qu'eux. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est l'expérience, c'est la transmission. On n'apprend que de l'expérience. Et donc, toute cette horreur fait qu'aujourd'hui, on a des générations aussi qui sont nues, qui peuvent plus se protéger, sauf par leur identité de genre, par exemple. Alors là, on arrive à des folies où aujourd'hui, il faut tous que les adolescents soient hétéro-curieux. 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 Alors oui. Ça, c'est quand même... C'est quoi hétéro-curieux? Allez-y. Alors, hétéro-curieux... Instruisez-nous. C'est une obligation, finalement, faite des pères par les pères, qui impose aux adolescents de choisir. C'est comme si finalement, notre orientation sexuelle était un vrai choix.
jusque-là était imposée par la nature. Vous parlez de toute l'histoire du genre, de tout ce qui se passe avec le genre. Voilà, on était imposé par la nature, notre orientation sexuelle. Oui, nature et culture, bien sûr. Voilà, et donc là, effectivement, comme les enfants et les jeunes n'ont plus pris sur rien au niveau de leur devenir, on les case quelque part, quand bien même ce ne sont pas leurs aspirations, ni leur capacité, ni leur potentiel, plus rien n'est reconnu, il faut juste trouver une case. Et bien effectivement, ils se regroupent en s'identifiant les uns les autres par ce qui leur reste, c'est-à-dire leur intime, leur privé. Et donc ils se reconnaissent entre eux comme ça. Mais en même temps, il y a un diktat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je suis homo ou je suis hétéro, encore moins je suis hétéro, parce que ça serait l'obligation normative à laquelle il faut s'opposer pour grandir quand même quand on est adolescent. Natacha, je voudrais juste... Voilà, donc ils deviennent hétéro. Il faut être hétéro-curieux, et si on n'a pas essayé une fois, donc moi, je pense qu'on pousse toutes ces générations-là à avoir un peu comme en soit c'était un peu l'obligation. Voilà. Bon, je suis désolée, merci de m'avoir écouté. Non, je vous en prie. Désolée pour le temps. Vous aviez un message à donner, vous l'avez donné. Je voudrais juste, Anne de Guigné, par rapport au genre, justement, à toutes ces discussions sur le genre, c'est relié à ce qu'on a dit, mais quand même, est-ce que, pour revenir au sujet, au capitalisme, est-ce qu'il est de plus en plus genré? Je parle en tout cas dans la manière dont il présente ses produits. Est-ce que le genre joue un rôle, les entreprises, enfin, etc. Je pense que ça dépend vraiment des... Officiellement, plutôt non, puisque aujourd'hui, aujourd'hui la tendance est plutôt à être non genrée. Alors, est-ce que dans la réalité... Non, quand je dis justement, quand je parle du genre, c'est de la politique du genre, justement. Oui. Ah oui, pardon, parce que vous parlez que les produits sont de plus en plus genrés, donc là, j'avais du mal à vous faire une analyse. Non, je veux dire, est-ce que la philosophie du genre, non, c'est pas que les produits sont genrés ou non genrés, c'est difficile, ça, effectivement, on dira pas un voiture pour une voiture. Non, c'est que justement, la philosophie du genre, dans la manière dont on parle, dont on présente, dont on promeut les produits de l'entreprise, est-ce que quand même elles ne sont pas aujourd'hui, évidemment on va parler de la publicité, mais etc. Mais est-ce qu'elles ne sont pas justement très sensibles à ce sujet. Sensibles à ça, oui. Beaucoup d'entreprises. Donc on a vu Lufthansa, c'était un peu caricatural, qui a demandé à ses employés dans les avions, les hôtes et hôtesses de l'air, de ne pas dire monsieur, madame. Quoi alors? Ils disent quoi? Ils disent cher passager. Ah, on ne le dit plus, c'est ça. Mais même beaucoup d'entreprises évitent de dire, par exemple, le patron évite dans sa lettre annuelle de dire les hommes et les femmes de l'entreprise. C'est quelque chose qui aujourd'hui ça passe plus. Ne passe plus tellement. Voilà. Donc c'est sûr que l'entreprise est. Et on dit quoi les personnes de l'entreprise. Les personnes. Voilà, vous avez toujours moyen de contourner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gens les entreprises sont très sensibles à ça, avec toujours une grande crainte d'être épinglés comme non respectueux, discriminants. Et si vous faites attention au discours, vous verrez que vous voyez très peu ça. Voilà, les trucs très classiques qu'on disait, je pense qu'il y a 5 ans, sans hésiter. Voilà, je veux remercier toutes les femmes et tous les hommes. Vous ne l'entendez plus. Les entreprises sont... Mais il faut aussi voir qu'il y a eu un sondage, et ça correspond une fois de plus à ce que je disais tout à l'heure, des plus jeunes. Il y a eu un sondage... c'était à la fin de l'année dernière, fin 2020, très étonnant, sur les moins de 30 ans. On leur disait, est-ce que vous vous reconnaissez dans la catégorie homme ou femme? Et un nombre, je crois que plus de 20% disaient non. Ah, on ne se reconnaît pas comme homme, comme femme, oui. Voilà. Donc l'identité fluide, comme on dit. Genre, voilà. Donc, ce qui explique aussi cette attention des entreprises qui, c'est pas. Après, les entreprises. Ils suivent ce qu'ils croient être la tendance. Voilà. Ils ont de temps en temps, et c'est des boulots qu'il faut à gérer des cas de transformation. Et ça, pour les entreprises, évidemment, il faut faire attention que tout se passe bien pour tout le monde. Mais c'est très minoritaire. Il y a les grandes entreprises ont quelques cas auxquels les DRH sont formés. On n'est pas dans les procès pour transphobie, etc. Quand même encore. Non. Et puis, mais il faut. Non. Mais et puis, c'est vrai qu'il faut faire attention que tout ça se passe bien dans les équipes. Et ça, ils savent bien faire. Et en général, moi, j'ai eu quelques DRH qui m'ont raconté comment et ça se passe bien. Ils s'y prennent en amont et tout ça. Mais ils ont surtout la réalité, c'est quelques cas dans une vie de
des DRH d'un grand groupe, c'est pas du tout quelque chose que vous gérez tous les 4 matins. Mais il y a une grande attention, notamment en raison de la sensibilité des plus jeunes. Est-ce que également pour les fêtes, est-ce que ça joue par exemple, est-ce que dans l'entreprise on dit plus bon Noël, bon Nouvel An, mais bonne fête, etc. Vous savez, oui, ça les entreprises elles sont dans la société, hein, donc la société a déjà complètement évolué à ce niveau-là et l'entreprise suit. Donc les entreprises elles suivent gentiment ce que font la majorité. Et non, vous dites plus, c'est très rare d'avoir les entreprises qui disent, le patron qui dit officiellement à ses salariés joyeux Noël. Ça existe de moins en moins, quoi. Oui, après j'ai pas recensé. Il y a sûrement après. Il y a la grande entreprise multinationale à Paris, il y a la PME à Carcassonne, où habite notre ami. Je pense, c'est peut-être la même chose. Voilà, je pense que la culture est différente. Mais non, ce que disait Natacha, et c'est vrai, c'est ce problème d'identité qui est posé, mais ça, c'est un problème très général. Là, je pense que l'entreprise en a beaucoup sur le dos. Là, on peut peut-être pas là, c'est un problème qui la dépasse beaucoup, je pense. Sauf que, enfin, sans être anticapitaliste primaire, toute la publicité, tout ce qui passe, influe aussi sur les gens. Oui. C'est très clair. Faut pas aussi voir ça. Augustin, qui avons-nous ? Alors, Joseph. Eh oui, malheureusement. Aujourd'hui, pour mes habitudes. On retrouvera Augustin très très rapidement. Joseph. Non, Joseph. mais il n'y a aucun problème, André. On va donc retrouver Claude de Perpignan qui est avec nous. Oui, bonjour André Berkoff, merci à Sud Radio, à votre émission, et bonjour à Anne de Guigné. Moi j'ai fait tilt quand j'ai pris l'émission en vol, j'ai entendu ce qu'elle disait, je me suis trouvé ravi, et puis j'ai tilté quand j'ai vu le titre, le capitalisme vogue quand l'entreprise dit le bien et le mal, et puis après on a parlé des chaussures Mauboutins, d'Assa Traoré, etc. Moi je voudrais ajouter, et je pense que ça rejoint un peu ce qu'elle vient de dire à l'instant sur l'évolution de la mentalité des jeunes, il y a l'impact des réseaux sociaux, que les jeunes sont vraiment utilisateurs, beaucoup plus que les gens d'un âge certain. Et donc sur les réseaux sociaux, finalement, il y a comment dire, les influenceurs, tous ces gens-là, c'est assez caricatural parfois. Mais je voudrais dire, il y a des entreprises effectivement qui veulent se mettre dans le sens du courant pour en tirer profit en termes de marché. Mais il faut aussi citer le cas des entreprises qui se trouvent victimes de la dictature, de l'activisme minoritaire de certaines causes. Et je pense en particulier, moi je reçois tous les jours des messages qui signalent que telle et telle entreprise a été attaquée par les Sleeping Giants pour refuser la publicité à CNews, pour refuser la publicité à Valeurs Actuelles, pour refuser, etc. C'est-à-dire qu'il y a des minorités aujourd'hui qui ont compris qu'on pouvait faire pression sur les entreprises pour les obliger à faire ça parce qu'elles considèrent que c'est pas moral de lire des magazines de la droite. Et je trouve, alors fort heureusement, il y a quand même des parades à ça, parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi un mouvement français qui réagit contre ça, qui s'appelle les Corsaires de France, et qui, chaque fois qu'il y a une attaque des Sleeping Giants contre une entreprise, les dernières aujourd'hui, c'était Norton. Vous voyez, Norton, le fabricant d'antivirus, il est également attaqué parce qu'il doit mettre de temps en temps de la pub sur CNews ou Valeurs. Et je trouve qu'il faut bien dire ça, il faut rappeler ça. Moi, je dis qu'il faut lutter contre cette... on n'est plus en démocratie, on dit qu'on est en démocrature, mais je crois qu'on va être en minoriture bientôt, et c'est proprement scandaleux. Donc, soyons corsaires et défendons-nous contre les Sleeping Giants. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est dit. On va en reparler après une petite pause avec Anne de Guigné. Effectivement, on va parler de ces Sleeping Giants et des techniques du boycott. Et n'hésitez pas à nous joindre, s'il le faut, comme l'ont fait Claude et Natacha au 0826 300 301 tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Qui a-t-on, Joseph, alors? Qui sont là? On est avec Laurence de Montoire sur le Loir, dans le Loir-et-Cher. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Laurence. Bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Je fais très attention de ne pas dire bonjour monsieur, bonjour madame, pour rester dans... Oui, dans le politiquement correct, chère Laurence, vous avez raison. D'ailleurs, il n'y a plus de, même, je parle plus de parents, vous savez qu'il n'y a plus de mère et de père, il y a parents 1 et parents 2, il ne faut pas oublier ça. Et parents 3, si affinité. Oui, Laurence, on vous écoute. Alors, d'abord,
d'abord, je voulais dire quand même à votre interlocutrice que je trouve quand même que c'est un petit peu pervers de dire que nos jeunes demandent tous ces messages, demandent ces publicités qui ne disent pas tout à fait leur nom. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont 20 ans et plus et qui ne demandent absolument pas toutes ces injonctions, toutes ces recommandations du wokisme, pas du tout. Donc, je crois à l'inverse que nous sommes face à des pouvoirs qui imposent leurs idées, qui imposent leurs critères de façon très forte, même invasive. Bon, je voulais aussi donner 2 exemples très précis de l'introduction de la politique ou justement de ces messages dont on parlait. Le premier qui dit hier. Hier, je fais mes courses à Intermarché. Et on me dit, au moment de passer à la caisse, la personne me dit, est-ce que vous voulez faire un don pour aider les Ukrainiens? Je lui dis, mais écoutez, moi ça me regarde. Si par hasard, justement, j'étais pour Poutine, je serais très mal. Et de toute façon, si j'ai envie de donner de l'argent aux Ukrainiens, j'ai pas besoin d'Intermarché. Bon, donc là, je trouve... Bon, l'autre exemple est peut-être un peu plus difficile, mais en allant à la messe dimanche, pour la prière, on me dit, le prêtre dit, il faut absolument prier pour les Ukrainiens. Là encore, je trouve que c'est dépasser son rôle. L'Église n'est pas faite pour ça, on ne fait pas de la politique. À ce que l'on prie pour les gens qui souffrent, certes, bien sûr. Mais partout, on n'a pas à prier pour les Ukrainiens. Donc tous ces 2 exemples me prouvent qu'effectivement, on pousse de façon très forte dans certains sens. C'est vrai. Et ce sont des injonctions qui non sont... pas paradoxales et même pas subliminales, hein, Laurence. Elles sont très... Pas du tout, Anne de Guigné, c'est vrai, enfin les 2 exemples, l'une effectivement d'ordre religieux, mais, et l'autre à supermarché, c'est vrai quand même, et on en a beaucoup parlé, beaucoup de gens d'ailleurs à Sud Radio nous ont appelé pour ça. Il dit, attendez, on arrive à supermarché ou ailleurs, dans les Intermarchés ou autres, et ils disent, eh bien écoutez, voilà, il y a donné pour l'Ukraine, et effectivement, mais pourquoi quand il y a eu le Yémen ou l'Arabie Saoudite, ou etc., ou la Syrie, ou le Donbass il y a 8 ans, pourquoi on ne dit pas donner pour le Donbass, etc. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose où l'entreprise, c'est un peu dans la même démarche, ça. Moi, j'avoue que ça me choque moins, de la mesure où il y a aussi, chaque année, il y a le mois où on donne pour les associations, vous savez, où on donne pour les Restos du Cœur, toutes les associations. Donc l'entreprise, que le supermarché se mette en lien avec des associations pour aider des causes, pour moi, ça c'est pas vraiment... Là, on parle d'un conflit, donc peut-être... Et le fait qu'on aide les Ukrainiens alors que on voit quand même que c'est quand même des villes qui sont détruites, des familles réfugiées. Évidemment, les Russes souffrent aussi, mais je pense qu'il y a quand même les Ukrainiens. Bon, on peut quand même pas comparer l'embargo et le fait de devoir quitter sa ville, d'être bombardé. Donc honnêtement, moi je suis moins choquée. Mais Laurence, vous, ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est pas d'aider les Ukrainiens, c'est que vous allez dans un supermarché, on vous propose ça, c'est ça qui vous choque, vous, Laurence? Oui, bien sûr, mais pourquoi c'est une entreprise commerciale, pourquoi elle se met à ma place si j'ai à décider de donner quelque chose, je n'ai pas besoin qu'on me dise... C'est vrai, Laurence, mais attendez... Par ailleurs, je trouve que, effectivement, on nous fait beaucoup pleurer sur l'Ukraine actuellement. Or, les conflits majeurs entrepris dans le monde n'ont pas du tout la même publicité. C'est quasiment une publicité. On peut plus du tout parler autour de nous, ou moi je n'ai pas la télévision parce que je n'en veux pas, je veux pas la regarder. Non, mais juste une chose, Laurence. Mes amis me disent, oui, mais l'Ukraine, on nous montre des bombardements, une petite fille qui est morte, enfin, on voit bien qu'il y a quand même toute une manipulation. C'est un autre sujet, les manipulations en temps de guerre dont on a parlé, dont on reparlera. Juste une chose, Laurence, je vais vous dire, mais l'entreprise ne vous oblige pas à donner, c'est-à-dire que si vous allez et vous dites, moi... Non, je trouve que là vous exagérez, parce que je trouve que toute personne, une personne âgée qui n'est pas
pas très au courant, pas très politisé, va dire oh bah oui, il faut que je donne. Non, c'est une incitation qui est quand même déplacée, je trouve. C'est une incitation déplacée. Quand effectivement au conflit au Yémen ou en Arménie, on n'en parle pas du tout. Oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que il faut que tout le monde soit concerné et pas sur telle ou telle cause. Enfin, c'est un sujet qui nous entraînerait très loin, mais bon, écoutez, vous avez cette réaction et vous avez totalement et légitime, vous avez non seulement le droit mais la légitimité d'avoir cette réaction. Joseph. On est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. On reçoit Anne de Guigné pour votre livre Le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal. Mais juste avant, André, on a Jean-Pierre de Villefranche-sur-Saône qui avait un message à vous faire passer. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour cher André, bonjour chers auditeurs. Écoutez André, je suis souvent d'accord avec vous, je dirais même la plupart du temps. Oui. Mais sur les masques, je fais partie des nigauds, je fais partie des paranos, je fais partie des peureux qui continuent à porter un masque. Ah bon, cher André. Oui. Non, mais vous avez le droit le plus strict, ça c'est votre droit le plus strict, Jean-Pierre, ça. Vive la liberté, hein, y compris celle de porter le masque. Absolument. Mais par exemple, alors non mais ça m'intéresse, ça, Jean-Pierre. Expliquez-moi, là on l'a dit, enfin, ce ne sont pas des autorités qui étaient anti-vax, conspirationnistes ou autres. D'ailleurs, personne ne l'est de ce point de vue-là, ou très peu. Mais puisqu'on vous dit Castex, Véran, compagnie, le masque, vous pouvez l'enlever. Qu'est-ce qui vous n'y croyez pas, ou vous n'avez pas envie, ou quoi, Jean-Pierre? C'est très simple. Oui. Tout d'abord, j'ai pratiquement 70 ans. Oui. Je suis en invalidité. Et donc particulièrement vulnérable, avec des défenses immunitaires faibles. Je comprends. Mais, de plus, lorsque j'apprends, et je le crois, que vendredi dernier, n'est-ce pas, il y avait encore 93 000 cas positifs en France, que nous étions à 63 000 en une semaine ou par jour, je ne sais pas de moyenne. Donc, ma conscience, pour les autres, m'indique, surtout que ce n'est pas très gênant de porter un masque au supermarché 1 heure par semaine, dans mon cas, je suis retraité, je porte le masque. Ce qui me paraît ridicule, par contre, tout comme avant, et encore plus qu'avant, ce sont les gens qui portent un masque et qui le portent sous le nez. Alors là, je ris. André, est-ce que vous me permettez un petit mot également sur le wokisme et les entreprises, la politique des entreprises? Allez-y, un petit mot, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs, mais allez-y Jean-Pierre, on vous écoute, au contraire. Écoutez, je n'ai pas eu de télévision pendant 15 ans, donc je peux constater l'évolution des publicités en 15 ans. Oui. Il y a 15 ans, on ne voyait pas d'hommes s'embrasser pendant les publicités. Il y a 15 ans, on ne voyait pas une publicité. Je fais de la pub pour But. Procurez-vous la publicité des canapés But qui est passée sur BFM TV. Oui. Vous voyez un mélange de grands remplacements et de wokisme. Je m'explique. Deux femmes, dont une noire et une blanche. Il y en a une qui accueille l'autre. Et elles se dirigent vers le salon, s'embrassent et se couchent sur le canapé ensemble en s'enlaçant. Je ne sais plus si c'était la noire qui était au-dessus de la blanche ou le contraire, mais si c'est pas du remplacement... Votre souci du détail vous honore, Jean-Pierre. Votre souci du détail vous honore. Je ne sais pas si c'est... Non mais... Et alors, moi, attendez, il y a un mélange hybride entre le grand remplacement, la preuve, et le wokisme. Et tenez-vous bien, les pubs, j'ai appris qu'ils ont des quotas. Ils doivent respecter des quotas de type extra-européen, crépus, etc. Et également, je crois, à vérifier, là je suis moins sûr de moi, ils doivent respecter des quotas LGBT, etc. dans les pubs. Si c'est pas la politique de l'entreprise, ça... Alors écoutez, attendez Jean-Pierre, on va tout de suite demander à Anne de Guigné, qui est quand même spécialiste de l'économie au Figaro, est-ce que effectivement, parce que Jean-Pierre n'est pas le premier à dire ça, mais moi je n'ai pas la réponse, et je ne parle pas de ce que je ne connais pas, est-ce qu'il y a quand même, pas des quotas écrits, mais est-ce qu'il y a des règles dans la publicité ou dans certaines campagnes publicitaires de respecter effectivement, parce que c'est vrai que
Moi, personnellement, ça ne me choque pas, mais c'est vrai que la diversité, qu'elle soit ethnique ou autre, est entrée dans la pub, mais déjà depuis des années. Mais est-ce qu'il y a des quotas ? Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Là, je pense que non, je crois pas du tout. Après, voilà, c'est comme on se disait, la société a beaucoup évolué et la pub le reflète. Et voilà, et peut-être un peu en amont, mais... Oui, Jean-Pierre, c'est que n'ayant pas vu la télévision pendant 15 ans, ça vous a sans doute préservé d'un certain nombre de maladies non immunitaires, mais la société a changé, alors on peut s'en offusquer ou s'en réjouir ou constater, mais je crois que c'est ça, je crois que franchement... André, oui. M'entendez-vous ? Oui. Vérifiez, je suis certain qu'il y a l'obligation, c'est la loi, il y a des quotas. Et il y a même des quotas pour les films, à ma connaissance. Alors écoutez Jean-Pierre, on va vérifier s'il y a eu, ça m'étonnerait, mais on va vérifier, je ne peux pas vous répondre là, s'il y a des lois ou c'est simplement des encouragements ou des indications totalement officieuses, ce qui n'est pas du tout la même façon. La loi c'est une chose et on vous promet, on vérifie. On est ensemble sur Sud Radio. On vous remercie d'écouter Berkoff dans tous ses états. On est avec Anne de Guigné, auteure du Capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal, aux éditions Presse de la Cité. On se retrouve juste après la pub. Vous pouvez composer le 0826 300 300. On retrouvera Alexandre Deladrome juste après la pub. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. En revanche, le capitalisme woke, je peux vous le dire, n'est pas cuit du tout. Au contraire, il marche très bien, merci. Anne de Guigné lui a consacré un livre, encore une fois, très intéressant. Alors, on parlait justement, Anne de Guigné, des Sleeping Giants, puisqu'il y a eu, je le rappelle, les Sleeping Giants demande aux entreprises de boycotter tel ou tel média ou telle institution qui ne se comporte pas de manière correcte, politiquement, wokistement ou autre. Et ça s'est passé avec CNews, par exemple, au moment de l'affaire Zemmour et compagnie. Donc les Sleeping Giants, ils viennent des États-Unis et c'est des militants en fait de gauche et dont le but est d'interdire, je les cite, les discours d'incite haineux. Donc et discours haineux est synonyme pour eux discours de droite. Et ça veut dire de la droite, oui. Quoi. Et donc par exemple, en France, c'est CNews et Valeurs Actuelles qui sont très ciblés par les Sleeping Giants. D'accord. Et donc ils sont assez malins. Leur méthode, c'est de mettre la pression sur les entreprises qui financent ces médias. En leur disant... Qui mettent de la pub, etc. Qui mettent de la pub, qui financent par la pub, évidemment, les médias, en leur disant, mais en fait, donc, si vous financez CNews, donc, en fait, vous êtes pro-Zemmour, si je fais le raccourci. Donc, vous adhérez à toutes les idées de ce candidat d'extrême droite. Et donc, pour les entreprises qui, justement, mettent de la pub absolument partout en fonction de l'audience, ça les oblige à rentrer dans ce jeu politique. Mais attendez, et ils disent, bon, si vous continuez à le faire, de quoi les menacent-ils, les Sleeping Giants? C'est juste c'est de l'influence. C'est boycott. C'est de l'influence sur les réseaux sociaux, et ils vont appeler leurs adhérents, ceux qui les suivent, à boycotter l'entreprise. Mais souvent, vous voyez, notamment en France, là j'ai pas mon portable, donc je peux pas regarder, les Sleeping Giants français, je pense pas qu'ils aient des millions de followers. Donc c'est plutôt, en fait, c'est de la pression. Et parfois, les entreprises cèdent, parce qu'évidemment, se dire tout d'un coup que je vais passer pour l'égérie d'Éric Zemmour, pour une entreprise, c'est difficile. Mais parfois, les entreprises rapidement cèdent. Et notamment, on a vu, Decathlon, à un moment donné, a dit que je ne mettrai plus de pub sur CNews. Mais beaucoup résistent et voient que c'est des activistes très minoritaires. Une minorité d'entreprises cèdent, mais une majorité ne cède pas, votre avis. La majorité ne cède pas. Mais il y a une pression forte. De toute façon, les entreprises sont aujourd'hui en permanence attaquées par des activistes qui, honnêtement, qui parfois leur montrent, qui parfois lèvent vraiment des cas importants, lèvent des livres importants dans l'activité de l'entreprise. Il y a eu des sujets, par exemple, la fabrication des batteries en Afrique, c'était abominable la manière. Donc là, c'est vrai, il y a beaucoup. Là, c'est aussi des activistes qui ont montré ça, qui ont aidé l'entreprise automobile à changer leurs pratiques. Donc une fois de plus, tout n'est évidemment pas à jeter. Mais sur ces sujets vraiment, des activistes Sleeping Giants qui sont de gauche, qui veulent attaquer les médias très à droite. Là, on est vraiment dans du combat politique
frontale. Mais ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, je trouve, avaient un peu tendance à paniquer il y a peut-être 1 an, 18 mois, en disant mais mon Dieu, moi non, j'ai rien à voir avec ces discours d'extrême droite. Et un peu maintenant, ils ont un peu pris de recul, peut-être aussi parce que, et c'est de l'autre côté, en effet, comme me disait votre auditeur Claude, je crois, de l'autre côté aussi, il y a des militants de l'autre côté qui disent les corsaires. Voilà. Mais quelle honte, ils ont boycotté. Mais moi, franchement, dans le fond, je me réjouis pas de ça, parce que je me dis, l'entreprise, c'était l'un des lieux, notre monde est quand même extrêmement polarisé, et c'était un des lieux où il n'y avait pas de polarisation. Et me dire qu'aujourd'hui, il y a des combats... Il y avait, pardon, peut-être vous êtes un peu angélique là-dessus, chère Anne de Guigné, il y avait d'autres polarisations. Oui, bien sûr, d'autres polarisations. Le capitalisme a énormément hiérarche, je veux dire, bon, on ne peut pas dire que les entreprises soient un grand lieu du paradis terrestre, quoi. Non, souvent. pas du tout. Non, mais c'était un lieu humain, et les lieux humains, il y a pas rarement des paradis terrestres. Il y avait tous les défauts d'un lieu où se côtoient beaucoup de gens. Mais la polarisation politique arrive aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Et c'était quand même un lieu qui n'avait pas... On voit bien, l'échiquier politique est extrêmement polarisé, les débats sont extrêmement polarisés. Et heureusement, l'entreprise a échappé à ça. Il y a quasiment plus de nuances possibles aujourd'hui. Et l'entreprise qui était quand même en dehors de ça, qui était justement un lieu où venaient travailler des gens d'opinions très diverses, et on parlait un peu d'autres choses, et rentre maintenant doucement de cette polarisation. On va voir où ça va aboutir. Joseph. On continue à parler du capitalisme woke avec vous, Anne de Guigné, et à accueillir les auditeurs sur Sud Radio. Vous posez vos questions, et on est avec Alexandre de la Drôme. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Bonjour à l'invité. J'ai un écho. Non, alors vous avez mis votre haut-parleur, vous avez enlevé votre haut-parleur? Je n'ai pas de haut-parleur. Ah bon, écoutez, ça va. Nous, on vous entend bien. Ça ne me gêne pas trop. Oui, je voulais intervenir pour plusieurs petites choses, mais j'aurais de quoi animer une émission pendant 1 heure. Oui. Oui, sérieusement. Malheureusement, on n'aura pas le temps, mais vous pourrez nous rappeler. Allez-y, Alexandre. Prenez l'essentiel. Vous avez eu tout à l'heure une dame qui a appelé et qui parlait de cette jeunesse qui est un peu perdue, qui ne rêvait plus, etc. Qui ne savait plus comment se situer, où se situer. Oui. Elle a tout à fait raison. Elle est d'une intelligence exceptionnelle, cette dame. Moi, j'ai 38 ans d'informatique derrière moi, plus de 40 ans de passion pour la science-fiction et le high-tech. J'en ai fait mon métier. J'ai vu l'arrivée du web, pas d'Internet, du web. C'est arrivé après le World Wide Web. Ça a chamboulé tout. Ça a tout chamboulé. Le wokisme et tout ce qui l'entoure, le déconstructionnisme, désolé, c'est pernicieux, vous n'avez pas idée, ça s'infiltre, c'est insidieux, ça s'infiltre de partout, dans tous les domaines, c'est terrible, c'est terrible. En ce qui me concerne, je vais juste prendre un exemple. Quand j'étais gosse, vers l'âge de 4 ans, j'ai un handicap très fort qui est arrivé d'un seul coup, un très fort bégaiement, impressionnant, et j'ai pas arrêté d'entendre toute ma vie, arrête de rêver. Dire ça à des enfants, donc comme disait cette dame, arrête de rêver, et quand vous avez 11 ans, que les 11 ans arrivent en 72, ou 12 ans, et que vous entendez que le communisme ne marche pas, que le socialisme ne marche pas, vous n'avez même plus d'un avenir. C'était en 72, hein. Alors si en plus on vous empêche d'utiliser certains mots aujourd'hui, certaines images, certains concepts, on vous enlève la possibilité, de plus en plus la possibilité de rêver. Elle a raison, cette dame. Tout à fait raison. C'est terrible, ça. C'est terrible. C'est pernicieux, tout ça. Vraiment pernicieux. Il faut vraiment s'éveiller. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous pour rester là-dessus. Juste, vous donnez un titre de film. Après, vous reprendrez le cours de votre discussion. On est à la fin, mais allez-y. Juste un peu avant le Covid, je vous avais appelé et dans la discussion, je vous avais dit en discutant que le chrétienisme avait remplacé le christianisme, qu'il y avait un lien. Il s'appelle Idiocratie. C'est un film américain. Idiocratie, oui, vous m'avez parlé. Oui.
Ça fait par hasard. Idiocratie avec un Y à la fin. Il faut vraiment le regarder, ce film. Eh bien, il faut écoutez, vraiment le regarder. On le regardera, mais je crois que là, vous avez tout à fait raison, et vous n'êtes pas le seul, d'ailleurs, à penser ça. C'est que l'interdiction de rêver, et moi, une des choses qui m'avait absolument, vraiment horrifié, je crois que c'était la maire de Nantes qui disait, il faut plus que les petits-enfants pensent à l'aviation, etc., parce que rêver d'être Saint-Exupéry complet, c'est absolument terrifiant. Mais justement, je voudrais, Anne de Guigné, un peu conclure avec vous. Au fond, ce capitalisme woke, c'est encore une des, comme on dit, une des figures de ce frégoli. Le capitalisme est devenu, comme disait, l'horizon indépassable de notre temps. Il le restera ou pas, c'est pas à nous de le voir, on n'est pas les voyantes. Mais rappelez-vous ce que disait Warren Buffett, le PDG de Walmart, la grande maison de distribution. Il dit oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Alors le capitalisme, woke ou pas, ça ne changera rien, à votre avis, ou pas? Oui, moi je pense que la limite, c'est que si le capitalisme, qu'il va y avoir un sujet de souveraineté, voilà. Si le capitalisme vient jouer sur les... Donc, le titre, c'est dit le bien et le mal, mais c'est aussi donne la norme. Moi je pense que ça abîme la démocratie, et je pense que la démocratie va quand même emmener, il y a un problème de régulation. Donc je pense que tout ça est en mouvement en ce moment, et moi je crois quand même, et j'espère que moi je pense que c'est la politique qui doit nous gouverner, et je pense que moi je crois que la régulation va revenir, et pour trouver un équilibre entre ces mouvements. Mais est-ce que c'est la politique qui nous gouverne ou la finance aujourd'hui ? On est là. C'est la question. Là, voilà, on est en période de conflit, donc la politique revient en premier rang. Là, aujourd'hui, c'est un peu le retour de la politique avec la guerre. Mais évidemment, tout ça est en tension permanente, les équilibres se réinventent, et il y a une tension. On a longtemps cru que capitalisme et démocratie marchaient côte à côte, se nourrissaient, et en fait, on voit qu'il y a quand même une tension entre les deux. Merci Anne de Guigné, en tout cas. Merci à vous, merci André. Merci beaucoup André Berkoff. On sera ensemble demain. On délocalise l'émission à Marseille, chez Madi les Galinettes, sur le Vieux-Port. Et il faudra, Joseph, que ceux qui veulent assister, qui sont à Marseille ou à côté, viennent, ou en tout cas s'inscrivent au 0826 300 300, comme vous le savez. Ouais, exactement. Et n'hésitez pas à venir d'ailleurs, chez Madi les Galinettes, c'est une référence dans le milieu à Marseille. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Tout de suite sur Sud Radio, vous restez, c'est Brigitte Lahaie, Sexe et vieillesse. Comment maintenir son désir malgré l'approche de la mort? Est-ce normal de voir sa libido diminuer quand on vieillit? Brigitte Lahaie reçoit Sandy Boulanger, relaxologue et sexothérapeute, auteur de Remets ton slip en place. Voilà. À tout de suite sur Sud Radio.